Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Elie et je suis heureuse à l'idée de vous accompagner dans cette deuxième saison de Prendre part, dans laquelle nous allons nous questionner sur la souveraineté alimentaire, comment cultiver nos droits. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir deux invités, soit Maureen Augeard. Maureen, tu es chargée de projet pour SUCO depuis 2022. Tu es originaire de la France et tu as un parcours en droit intéressant qui t'a amené à vivre et travailler dans 6 pays différents. Je dois avouer que tu es une grande globe-trotteuse. Tu as entre autres fait un stage aux Nations Unies à Genève, posé tes valises au Sénégal, puis ensuite en Ouganda, avant de rejoindre la Colombie-Britannique en 2018, où est-ce que tu t'es spécialisée en engagement jeunesse, dans la réflexion de comment est-ce qu'on peut poser des actions par et pour les jeunes. Aujourd'hui, tu coordonnes, entre autres, le programme Jeunesse Transition chez SUCO, où est-ce que tu allies tes passions pour la coopération internationale et l'engagement jeunesse. Tu reviens tout juste d'ailleurs de la COP 28. On te remercie d'être là, Maureen. Puis nous avons avec nous aussi en studio Samuel Maoussé Ontonji, d'origine bénino-tongolaise. Maoussé, tu as dirigé de 2009 à 2023, l'an dernier, l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement au Bénin. Ce sont près de 16 projets en matière d'environnement que tu as eu l'occasion de piloter durant ton mandat. Avec Jeunes volontaires pour l'environnement Bénin, vous avez souhaité développer, entre autres, des projets au niveau de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique, au niveau de l'agroécologie et au niveau de l'éducation environnementale. Tu as été membre aussi du Comité national changement climatique du Bénin depuis 2014 et tu es un membre pilier du réseau des organisations de la société civile pour le Fonds d'adaptation au Bénin. Tu as entre autres participé aux 9 des 12 dernières COP ainsi qu'au forum en 2022 de Dakar sur l'eau et à la COP 15 sur la biodiversité à Montréal l'année dernière. Merci d'être parmi nous, Maoussé. Merci. Donc, avec ces biographies qui sont et ces parcours, en fait, qui sont vraiment inspirants, je suis vraiment contente de vous avoir avec nous. Puis justement, pour s'ancrer un peu plus dans le concret et apprendre à un peu mieux vous connaître tous les deux, j'aimerais savoir si vous pourriez nous parler, chacun à votre tour, d'un projet que vous avez eu l'occasion d'accompagner ou de mener en lien avec la souveraineté alimentaire. Oui, merci à toi, merci pour l'accueil. Tu l'as mentionné, moi j'ai la chance en fait de coordonner un programme jeunesse qui s'appelle Transition, ton engagement pour l'environnement. Puis si ça vous convient, j'aimerais bien parler de ce projet-là parce que c'est à la fois un projet qui touche la souveraineté alimentaire, les systèmes alimentaires viables, mais de façon très transversale, et également l'engagement jeunesse. Donc, c'est quoi ce projet? En fait, Transition, c'est un projet qui est vraiment par et pour les jeunes. Donc, j'ai beaucoup de chance parce qu'au quotidien, je travaille avec des jeunes de 12 à 30 ans qui sont super engagés. Et pourquoi j'aime ce projet-là? Parce qu'il y a 3 volets. Il y a un volet déjà de sensibilisation. Donc, on va dans les écoles, on fait une tournée pour l'instant québécoise, puis un jour canadienne et peut-être même internationale, on peut rêver, pour sensibiliser les jeunes aux enjeux des systèmes alimentaires. On vient un peu les aider à créer des liens, puis comprendre que, par exemple, quand on parle de système alimentaire, en fait, on vient toucher directement aux enjeux climatiques parce que, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais quand on veut avoir un impact positif sur le climat, faut déjà regarder ce qu'il y a dans nos assiettes, comment c'est produit, d'où est-ce que ça vient. Donc, on essaye en fait de venir les aider à faire ces connexions et cette nouvelle compréhension. Puis, il y a un autre volet qui est plus de la mobilisation, puis je dirais que ça, c'est ma partie préférée, où en fait, on crée vraiment des opportunités concrètes pour les jeunes de s'engager sur les questions de souveraineté alimentaire, mais aussi la place des femmes, la place des jeunes, la place des communautés autochtones. Donc, c'est très, très inclusif. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Puis, dans le cadre de ce projet-là, par exemple, en ce moment, on travaille nous aussi sur un balado avec des jeunes de 18 à 30 ans. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un super bel exercice. J'ai hâte d'écouter ça. Puis de votre côté, Maoussé, quel genre de projet est-ce que vous avez? Alors, il y en a tellement. Et alors, j'ai prévu en parler de 2. La première, c'est la campagne qu'on a faite il y a quelques années, non à l'UPOV. Alors, l'UPOV, c'est la Convention pour la
la diversité biologique, qui est une convention qui veut un peu, en quelque sorte, partir sur de la privatisation des semences au niveau au niveau mondial en réalité. Et nos pays en Afrique de l'Ouest doivent se battre pour ne pas ratifier ce type de convention qui, enfin, équivaut à privatiser les semences. Et donc, c'est de la sécurité alimentaire. Et ce qui a été intéressant, c'était de mobiliser les jeunes, faire comprendre les enjeux de l'UPOV pour un pays comme le Bénin. Ensuite, organiser ces jeunes en délégation pour rencontrer les décideurs, notamment les députés, parce que c'est eux qui votent les lois, rencontrer des ministres. Donc, ça a été quelque chose de passionnant qu'on a fait. Le deuxième projet sur lequel je voudrais partager, c'est le festival Agro-Bioculture, qui est un festival qui a sa 19e édition en 2023. Et chaque année, c'est près de 300 jeunes que nous formons aux enjeux de la souveraineté alimentaire. C'est 3 jours, 4 jours de festival où ils vont réapprendre à manger à partir d'aliments cultivés autour d'eux. Donc, c'est véritablement du renforcement de capacité que nous faisons sur ces 2 initiatives-là. Wow, c'est vraiment génial. Puis je rebondis justement sur le fait que vous nommez que vous avez rencontré des élus dans le cadre du projet. Je pense que les jeunes puis les actions jeunesse doivent se faire entendre aux instances décisionnelles pour plein d'enjeux de gouvernance, en fait. Puis je serais curieuse de vous entendre d'abord, qu'est-ce que la gouvernance, que nos auditeurs et auditrices puissent partir sur des bonnes bases. Puis justement, c'est quoi en ce moment les leviers qui sont mis à la disposition des jeunes pour faire entendre leur opinion quand on traite de gouvernance en lien avec la souveraineté alimentaire? Ouais, donc c'est une grande question de définir un gros terme comme ça, mais j'irai avec quelque chose de très simple. Pour moi, la gouvernance, c'est vraiment de se poser la question qui décide. Pour moi, c'est ça. C'est à la fois la prise de décision et la mise en œuvre du pouvoir. Et quand on pense aux jeunes, par exemple, c'est de se dire quelle place ont les jeunes, en fait. Est-ce que quand on va inclure des jeunes, est-ce qu'ils sont à la table des enfants ou est-ce qu'ils sont à la table avec tout le monde, là où les décisions importantes vont être prises? Ça rejoint un petit peu le par et pour les jeunes, finalement, où en fait, c'est toute une philosophie de dire, mais quand on veut donner du pouvoir à quelqu'un, il faut lui donner les clés, il faut lui donner l'information, il faut sensibiliser, mais il faut aussi qu'il y ait des espaces réels de prise de parole et d'engagement. Donc c'est pour ça que les jeunes devraient se retrouver finalement à toutes les étapes en fait du processus de décision, que ce soit pas seulement de la consultation, c'est très bien quand déjà on pense à consulter des jeunes, mais invitons-les aussi autour de la table de décision. Puis ça peut prendre plein de formes. Je pense que la gouvernance, ça peut passer par un aspect très politique, même aussi ça peut être rejoindre un conseil d'administration par exemple, où il y a un système d'élection et de candidats, mais ça peut être aussi être membre d'une association, d'un organisme, parfois je sais pas, même si on sort un peu du cadre, mais ça peut être tiens, moi je suis membre de mon association sportive à l'école par exemple, ça peut être un début de gouvernance. Puis ça va aussi plus loin parce que quand on pense à la souveraineté alimentaire, on entend souvent cette phrase de dire manger c'est un vote. C'est vrai, c'est qu'en fait on a du pouvoir aussi en tant que citoyenne, en tant que citoyen, dans le choix qu'on va faire, dans nos choix marketing, dans ce qu'on va acheter, dans ce qu'on va manger. Donc en fait la gouvernance, elle se retrouve tout au long de notre vie, de la naissance à la mort, puis tout au long de la journée. Mais c'est simplement de voir quelle place est-ce qu'on peut prendre, puis à quel moment est-ce que on a vraiment le pouvoir de décider. Merci, Maureen. D'un côté, mais aussi, est-ce que tu avais des exemples de leviers à notre disposition en tant que citoyenne pour se faire entendre? Alors déjà, pour pouvoir identifier les leviers, il faut déjà comprendre encore quelle est l'étendue de la gouvernance sur les questions alimentaires. Déjà, ça revient à prendre en considération tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, on va parler d'agriculture, on va parler de santé publique, on va parler d'environnement, on va parler des liens sociaux, parce qu'on va revenir dessus probablement lorsqu'on va parler peut-être des questions liées, alors c'est tout nouveau, l'éco-anxiété. Donc, la gouvernance alimentaire va impacter ce type de sujet. On va parler de l'économie, on va parler de l'emploi. Donc, quand vous dites à un jeune de s'engager pour la gouvernance alimentaire, voilà tout l'espace
qui lui est ouvert. Alors, comment demander à un jeune de s'engager sur ces questions? Alors, Maureen l'a très bien dit, ça reprend par ce que moi j'appelle du renforcement de capacité. Pour moi qui viens d'Afrique et qui vis depuis quelque temps maintenant sur Montréal, on a la possibilité de voir combien de fois ici, on a une déconnexion entre la nature et nos assiettes. Quand quelqu'un s'en va pour manger dans un restaurant d'une grande marque dont je ne donnerai pas le nom, la viande est tellement transformée que la personne ne se rend pas compte qu'elle mange de la viande. Idem pour certains légumes. Donc, le problème, au niveau de la jeunesse, il faut rééduquer, réapprendre aux choses élémentaires. Deuxième élément, pour moi, c'est renforcer l'engagement citoyen. Or, aujourd'hui, il faut aller vers l'autre, il faut s'ouvrir vers l'autre, il faut impacter sa communauté et non impacter juste son téléphone ou les réseaux sociaux, le nombre de followers. Non, il faut pouvoir sortir de ça, sortir du virtuel. Et ça, c'est le travail qu'il faut faire avec la génération montante. Oui, puis je trouve ça intéressant, justement, cette idée-là de l'hyperconnectivité. Je crois que les réseaux sociaux, c'est un espace de plaidoyer, un espace de cyberactivisme incroyable. Ça peut vraiment être pour le meilleur et pour le pire, mais ça peut aussi être un espace, justement, où on se replie sur soi et même qu'on peut finir par ressentir de l'éco-anxiété parce que nos médias sont bombardés de mauvaises nouvelles, de nouvelles très sensationnalistes pour générer des clics. Puis vous avez la chance, de par votre rôle, d'avoir une proximité avec différents jeunes, avec ce qui les passionne, ce qui les inquiète peut-être. Puis en ce moment, comment est-ce que vous percevez l'éco-anxiété chez ces jeunes-là? Puis qu'est-ce que vous voyez en ce moment qu'ils peuvent faire pour aider à gérer ça? Est-ce que la cohérence dans leur emploi, est-ce que justement de s'engager, ça devient des moyens pour eux de faire face répondre en fait à cette éco-anxiété? Oui, je pense que déjà... c'est sûr que l'éco-anxiété, on entend de plus en plus parler. Les jeunes le mentionnent eux-mêmes, puis à raison, parce qu'on est quand même assis sur une bombe climatique, on peut dire. Et je pense que dans un sens, on pourrait presque voir un peu je vais loin, mais un peu du positif au fait qu'il y ait de l'éco-anxiété, parce que ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a un danger. Et donc, je pense que déjà, ça peut être un vecteur de changement, parce que contrairement peut-être aux générations précédentes, qui étaient un peu plus dans un déni climatique ou dans le fait de profiter, là on a des générations qui sont nées en fait avec les changements climatiques, qui les expérimentent au quotidien et qui vont les expérimenter beaucoup plus aussi à l'avenir. Donc le fait de vivre de l'éco-anxiété, c'est souvent qu'on va se dire ok, j'ai ça parce que je sens qu'il y a un danger. Et donc, mon corps réagit pour me protéger face à ce danger-là. Et donc, ça peut être un levier d'action, finalement. On peut aller de l'éco-anxiété à souvent de l'éco-colère derrière, puis à de l'éco-action qui vient ensuite. Et je pense que c'est ce moment-là qui est assez intéressant d'accompagner les jeunes entre comment est-ce qu'on passe de l'éco-anxiété à l'éco-action. Et heureusement, il existe plein de leviers et on le voit. Et moi, je pense qu'une vraie réponse à l'éco-anxiété, c'est d'agir. C'est de faire quelque chose, de faire partie de la solution. Des solutions, il y en a beaucoup. Les experts nous les donnent. On peut lire les rapports du GIEC, mais quand on est un jeune, on n'a pas forcément le temps ni l'expertise pour lire tout ça. Mais il y a des personnes qui permettent de vulgariser aussi. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait dans les écoles. Et ça vient des deux niveaux. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont une vraie expertise qu'ils ont développée, ils ont des vraies connaissances, ils recréent aussi leur connexion à la nature. Puis je pense que créer justement des opportunités concrètes de se mobiliser, déjà on se sent un peu mieux, puis on sent qu'on participe à quelque chose. Donc c'est à la fois miser sur de l'individuel avec la prise de conscience, mais aussi viser sur du collectif parce que c'est pas vrai qu'un jeune, il va porter tout seul le poids de l'urgence climatique. Par contre, si on se met tous ensemble, déjà, on sent que on se sent un petit peu mieux, puis ça crée du lien social, ça crée des valeurs, et ça nous tourne, en tout cas, je pense, vers un avenir qui est un peu plus intéressant. Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale selon les membres de l'ACOCI ? L'éducation à la citoyenneté mondiale, ou ECM, est une réponse à l'urgence d'agir face aux enjeux locaux et globaux. Elle se fonde sur la reconnaissance de l'interdépendance des peuples et du vivant, l'engagement individuel et collectif pour la défense des droits des femmes, des droits humains et envers l'environnement, et sur l'affirmation que nous sommes toutes et tous responsables du monde.
l'ECM permet de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent des injustices et des inégalités. C'est un ensemble de connaissances et de pratiques qui promeut la prise de conscience et la solidarité. Elle privilégie l'action en réciprocité avec les personnes et les communautés dans une perspective de co-construction de savoir-être et de pouvoir d'agir. Par l'engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le partage d'expériences, les personnes apprenantes deviennent des actrices de changement pour l'édification d'un monde égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développé par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs. C'est bien déjà que les auditeurs comprennent ce qu'est l'éco-anxiété, parce que c'est un mot qui est qui a été découvert en 96 par là, et dont on parle de plus en plus, comme Maureen l'a dit, maintenant. Alors, moi, j'aime bien schématiser, parce qu'on n'est pas dans le rapport du GIEC qui est compliqué, mais c'est un peu, au Québec, on a eu récemment les inondations, les feux de forêt, les feux de brousse, ou les feux de forêt, comme on dit vraiment ici. De masse, là. Voilà. Un jeune qui a vu peut-être sa maison partir en fumée, ou qui a vu, qui a été bombardé sur les réseaux sociaux, sur les médias, de personnes appelant à l'aide, ayant tout perdu, il va développer une forme de peur, une forme de souffrance, une forme d'inquiétude permanente, à se demander est-ce que c'est sa concession qui sera la prochaine à la prochaine saison. Donc, ça va créer une forme de peur. Et c'est ce que les scientifiques ont appelé l'éco-anxiété. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de médicament pour soigner un jeune ou une personne qui souffre de l'éco-anxiété. S'il y a un médicament qu'on a trouvé, c'est l'action, comme l'a dit Maureen. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis en 2022, et sur près de 300 jeunes qui ont connu cet état psychologique, donc l'éco-anxiété, du fait de tous les cyclones, de tous les problèmes climatiques qu'on a connus aux États-Unis ces 10 dernières années, la majorité, donc on est à 60% de ces jeunes, estiment, dans cette étude, que l'action leur a permis de se libérer. Donc, encore une fois, le repli sur soi n'est pas la solution. Lorsqu'on a peur, il faut sortir, il faut s'informer. Et moi, j'invite beaucoup de jeunes à militer. Moi, j'ai commencé à militer, j'avais 16 ans, et ça fait quelques dizaines d'années maintenant, mais lorsqu'on milite, on apprend, on va vers l'autre, on découvre la souffrance de l'autre et on essaie de lui apporter du réconfort. Et quand on apporte du réconfort à quelqu'un d'autre, on se console soi-même. Et du coup, on dit bye-bye à l'éco-anxiété. J'adore, mon Dieu, la méditation, je trouve que ça peut être un espace justement d'empathie envers l'autre, mais d'auto-empathie envers soi aussi, d'être humble envers nous. Je pense qu'en tant que personne engagée publiquement ou même dans notre quotidien, on peut se mettre rapidement justement le poids sur nos épaules à nous de trouver la solution, tandis que c'est collectivement qu'on doit trouver des solutions. Maureen, tu as mis en lumière justement ce point-là, puis j'en profite un peu pour nous amener dans cette réflexion-là qu'en ce moment, les enjeux des systèmes alimentaires viables, qui sont aussi résilients au changement climatique, ça se fera pas tout seul. Il va y avoir des considérations financières à mettre en place pour que ce soit possible, des apports financiers qui vont être mis de la part de nos gouvernements ou autres pour soit poser des actions en réaction à ou en préparation à. Puis je me demande en ce moment c'est quoi qui est possible financièrement, localement, sur la scène internationale aussi, pour aider par rapport à la souveraineté alimentaire et la résilience au changement climatique. Puis est-ce que de fil en aiguille, ces fonds-là se rendent réellement aux communautés? Puis en fait, je vous pose la question, mais avant tout, j'aimerais vous proposer qu'on écoute en fait un témoignage de Carola Meia, qui est analyste en finances climatiques au sein du réseau latino-américain pour la justice économique et sociale. C'est une alliée importante de l'ACOSI qui a participé à la COP28 et lors justement du séjour de notre délégation jeunesse, on a eu l'occasion d'avoir une entrevue avec elle que je trouvais fort pertinente pour contribuer à la réflexion et qui est une piste de réponse en soi à ma question.
Nosotros necesitamos financiamiento climático que llegue de manera ágil, de manera directa à las comunidades locales que están siendo... Nous avons besoin d'un financement climatique qui arrive de manière agile, de manière directe aux communautés locales qui sont les plus touchées sans vraiment être responsables de la crise que nous vivons. Et nous voyons que le financement climatique ne répond pas. Il arrive sous forme de dette et la dette est déjà un problème dans nos pays. 60 pays sont confrontés à de graves problèmes d'endettement. La dette réduit les ressources publiques consacrées à la santé, à l'éducation et à l'action climatique. En fait, nos pays consacrent 12 fois plus d'argent au service de la dette qu'à l'adaptation, alors que l'adaptation est une question urgente qui ne reçoit pas suffisamment de ressources. Nous demandons donc que le Nord global assume cette responsabilité, qu'il canalise davantage de financement climatique, qu'il ne génère pas de dette, qu'il soit plus accessible et plus agile et qu'il aille principalement à l'adaptation et à la couverture des dommages et des pertes, ce qui est une question très importante dans notre région, l'Amérique latine. Je sais pas qui veut réagir en premier. Non, ce que la dame dit, elle dit des choses assez pertinentes qui sont la rhétorique de tous ces activistes que nous sommes durant ces conférences depuis Copenhague en 2009. Alors, quelque chose de très intéressant qui fait partie de ce que nous disons au niveau du réseau des ONG pour le fonds d'adaptation, c'est que ces fonds doivent être agiles. Moi, je viens d'un pays comme le Bénin, qui parle de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. On est des pays côtiers, on a l'avancée de la mer, donc l'érosion côtière, on a des pics de chaleur. Ici, on est à moins 12, moins 11 à Montréal, mais à Cotonou, à 20 heures, il est 34-35 degrés actuellement, ce qui est impensable par rapport à la saison où nous sommes. Ça veut dire que les pays africains, de façon générale, sont de plus en plus victimes. Mais posons-nous la question, combien de pays africains ont pu accéder à ces fonds climat en réalité? Moi, je représente un tout petit peu la société civile pour le fonds d'adaptation. On sait combien de pays ont eu. Mon pays, le Bénin, en 10 ans, n'a eu à peine qu'un seul projet. Le Sénégal en a eu 2 et ils ont le country cap, c'est-à-dire ils ont dépensé le maximum d'argent qu'ils pouvaient prendre avec le fonds d'adaptation. Or, ces pays ont besoin de s'adapter. D'où l'importance des fonds agiles. Des fonds qui ne vont pas, qui ne dépendent pas de trop de questions de gouvernance. Oui, la gouvernance est importante. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'apartheid de ces fonds où les plus faibles, les plus vulnérables n'auront toujours pas la possibilité d'accéder à ces fonds parce qu'il y a des barrières. Une chose qu'on a toujours critiqué, les pays francophones que nous sommes obligés de rédiger nos projets en anglais. Ça n'a aucun sens dans la mesure où le français est une langue de travail du système des Nations Unies. Et on le dit depuis presque 7 ans, depuis 2014, 10 ans qu'on le dit. Et pourtant, ça change pas. C'est vrai, il y a de petites avancées. Donc oui, les fonds agiles, c'est quelque chose de très intéressant. Elle a parlé des losses et dommages, c'est-à-dire les pertes et dommages, c'est quelque chose aussi de très important. Après, c'est un débat économique. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, les BRICS, tout le monde veut se développer. Alors, qui va freiner sa croissance économique au profit du climat? Ça, c'est un autre débat de géopolitique. Merci, Maoussé. Est-ce que, Maureen, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Non, je pense que ce qui a été dit par Maoussé, puis dans l'extrait, c'est tout à fait vrai. Et puis, tu sais, moi, j'étais à la COP28 à Dubaï et dès les premiers jours de la COP, il y a eu l'adoption justement de ce fonds pertes et dommages qui était quand même très attendu. Puis c'était un des points, j'avais la chance d'y être avec 2 de nos partenaires chez Suco et c'était un des points de plaidoyer qui portait en fait à cette COP. Donc moi, un petit peu naïvement, parce que c'était ma première COP aussi, je me suis dit waouh, c'est une super bonne nouvelle, dis donc, ça va vite, super. Un fonds est adopté, voilà, le plaidoyer est rempli et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que oui, c'était une bonne nouvelle en soi qui est l'adoption. Après se pose, puis Maoussé en a parlé, toute la question de l'accessibilité, de la mise en œuvre. Et c'est là où on voit que ça pêche vraiment parce que souvent, ces fonds-là aussi, il faut regarder qui est-ce qui les gère. Donc moi, ce qu'on m'expliquait, c'est que
malheureusement, souvent, ces fonds sont gérés, par exemple, par la Banque mondiale. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, d'accéder à ces fonds-là parce qu'il y a beaucoup de questions techniques. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'un pays va s'engager à donner des fonds, automatiquement, il va aller se rendre dans le pays et encore moins vers les populations locales, les populations vulnérables qui sont elles et eux qui ont le plus besoin, en fait, de ces fonds-là. Donc, déjà, ça, c'est une vraie critique. Puis, j'en reparlais avec un de mes collègues chez Suco, Elage, qui est sénégalais, et puis lui, il me disait, par exemple, les fonds verts, il me dit, nous, au Sénégal, on les appelle les fonds rouges. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement compliqué d'y accéder, extrêmement technique. Ça correspond à des exigences gouvernementales des pays du Nord, avec tout un système de rapports, tout un système administratif énorme à mettre en place, et on n'a pas les capacités ni le temps de faire tout ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment triste parce qu'on se rend compte que dans ces fonds-là, en termes de projets concrets sur le terrain, il y a une énorme perte, en fait. Donc, si on va donner 100 milliards, à la fin, il n'y aura pas les 100 milliards qui vont se rendre sur le terrain. Puis, l'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que c'est très important qu'on parle d'adaptation au changement climatique, mais nous, dans le sujet, quand on parle souveraineté alimentaire, système alimentaire viable, on se rend compte que dans les fonds climat, il y a encore moins de fonds qui vont aller toucher les questions d'agroécologie, les questions d'agriculture, les questions climatiques. Il y avait une étude qu'on citait qui disait que 0,3% seulement des fonds, en termes d'agriculture, vont se rendre jusqu'aux populations locales. Donc on voit qu'il y a un vrai déficit ici, alors que c'est un des leviers qu'on a cités qui est complètement nécessaire et urgent si on veut adresser la crise climatique. Wow. Ben oui, puis quand moi j'étais à la COP27, mais on le voyait déjà, la réussite, qu'il y a un consensus qu'il faut créer un fonds. Mais après ça, il n'y a pas un consensus sur qui va contribuer, à quel apport, comment est-ce qu'on pourra appliquer, quand est-ce qu'il va être mis en place. Donc, il y a une première étape qui est cruciale, qui est faite d'accepter ces étapes-là. Mais après ça, si le processus de réalisation ne va pas à la même vitesse que les changements climatiques puis le reste, on est encore en retard. Puis, est-ce que vous sentez qu'en ce moment, les jeunes, les femmes, déjà vous nommez que les populations locales ont finalement très peu accès à ces financements-là parce que l'ampleur administrative, elle est énorme. Mais est-ce que vous sentez en ce moment, par différents plaidoyers de vos organismes ou autres, que les jeunes ont leur mot à dire par rapport à comment est-ce qu'ils sont utilisés ces fonds-là, ou y a-t-il un moyen d'avoir un impact par rapport à ça? Alors, les organisations de jeunesse aujourd'hui s'organisent pour pouvoir avoir voix au chapitre, mais c'est pas gagné d'avance. Je vais donner une anecdote qui date de 2011. On avait une réunion de sommet juste pour illustrer la place des jeunes. Alors, on avait rencontré l'ancien conseiller du président Obama pour les questions de changement climatique. C'était au Mali. Et à un moment donné, c'était le tour des jeunes de s'exprimer. On dit non, les jeunes, vous comprenez rien, il faut sortir de la salle. Parce que on n'était pas encore reconnu au niveau des organes sous-régionaux comme étant des associations portant un plaidoyer. C'était il y a quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui, la société civile, les organisations de jeunesse s'organisent et s'imposent. En fait, là, le pouvoir, il se donne pas, il s'arrache. Et beaucoup de jeunes sont en train de travailler fort pour arracher et imposer leurs mots. Mais en réalité, malheureusement, ce plaidoyer que nous faisons va se heurter à des problèmes de ressources. Parce que qui dit plaidoyer, dit s'organiser pour participer à des conférences comme la COP. Une conférence comme telle, pour réussir votre plaidoyer, vous commencez généralement 4 à 6 mois avant, à vous réunir dans différents pays, à peaufiner votre stratégie, à peaufiner votre discours, à faire des campagnes dans chaque pays à l'endroit des points focaux, changement climatique. Vous cherchez à rencontrer les ministres au niveau national. Quelquefois, vous écrivez au chef d'État pour que, in fine, vous ayez un bout de phrase de votre document de plaidoyer qui va se retrouver dans les recommandations de votre pays. Et quand le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Mozambique, le Cameroun, le même bout de phrase se retrouve, c'est là où on peut gagner. Alors, on a parlé des pertes et dommages là, par exemple,
à Dubaï, mais on a commencé à faire ce plaidoyer pour les pertes et dommages. Ça remonte déjà à 2012. Et le GNDR, qui est le réseau des ONG au niveau mondial sur les risques et catastrophes, en a fait son cheval de bataille et a mis des centaines de millions de francs CFA ou des centaines de mille en termes d'euros ou de dollars pour supporter des campagnes à travers tous les pays du monde pour faire émerger l'importance d'avoir un fonds pour les pertes et dommages. Donc oui, on a besoin de ressources aussi pour pouvoir faire ce plaidoyer en tant que jeune, parce qu'un jeune de 20 ans n'a pas l'argent d'aller dormir à Dubaï avec les prix x2 des hôtels. Et moi, je me rappelle mes premiers plaidoyers, c'était à Cancun, ici. On dormait à 3, à 4 dans les dortoirs. On a amené notre nourriture du pays et à l'aéroport JFK à New York, la douane dit « Oh, you African people, you travel with all your food. » Voilà, parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir manger. On a préparé, on est venu avec notre nourriture. Ça, c'est la réalité du plaidoyer quand on parle de jeunesse. Alors, je parle de la perspective africaine, mais j'ai vu aussi des jeunes du Nord, que ce soit des jeunes Canadiens, des jeunes Américains dans ces réunions internationales, qui vivent dans les mêmes conditions, parce que les organisations qui les prennent en charge n'ont pas toujours toutes les ressources pour les mettre dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que le développement selon les membres de l'ACOSI ? Le terme développement soulève de multiples débats qui sont le reflet de la nature subjective et polysémique de cette notion, dont la définition varie en fonction de différents courants de pensée. Il n'existe donc pas de consensus officiel autour de la signification du terme développement, ni des moyens pour l'atteindre ou des critères pour l'évaluer. Cependant, dans sa conceptualisation la plus répandue, le développement correspond à un processus à long terme, transitif et mesurable dont le but ultime est d'améliorer les conditions de vie. Le caractère anthropocentrique de cette conception dominante du développement suggère que ce soit l'amélioration des conditions de vie humaines qui soit priorisée par rapport aux autres formes de vie, végétales, animales, etc. Par ailleurs, ce sont principalement les pays du Sud global qui sont considérés comme ayant besoin de se développer pour attraper le niveau de développement atteint par les pays du Nord global. Parmi les principaux moteurs de cette vision du développement, on retrouve notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette approche du développement est de plus en plus contestée en raison de ses origines ancrées dans un paradigme occidental basé sur la reproduction universelle des systèmes capitalistes et patriarcales qui priorisent la modernisation des sociétés sans tenir compte de la diversité des réalités sociales, locales et territoriales. Dans un tel contexte, des interventions sont menées au nom du développement afin de provoquer un changement d'un état considéré comme insatisfaisant, sous-développé, vers un état satisfaisant, développé. Ces interventions négligent de prendre en considération les relations de dépendance et d'exploitation entre États qui caractérisent le système mondial et qui sont à l'origine du sous-développement de nombreuses nations. De plus, ces interventions de développement se font aux dépens du maintien de l'équilibre et de l'harmonie entre les écosystèmes. Dans les faits, il est rare qu'elles aient réellement amélioré les conditions de vie des populations auxquelles étaient destinés les projets et programmes de développement. Dans certains cas, le contraire s'est même produit. C'est donc en raison de tous les aspects problématiques de cette conceptualisation dominante du développement que les organisations de coopération internationale délaissent de plus en plus l'usage du terme développement et utilisent plutôt les termes solidarité internationale ou coopération internationale pour se référer à leurs pratiques. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développé par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs. En tant que jeune, on sent tellement que c'est un privilège qu'on a d'enfin avoir ce bout de parole-là qu'on se donne pas le droit à l'erreur. Faut qu'on frappe, puis qu'on frappe fort, puis qu'on soit organisé, notre pensée soit structurée, parce que le millième de seconde, justement, ou d'influence, ou d'accès à cette ampleur-là qu'on va avoir, faut qu'on soit pertinent et éloquent, puis je pense que c'est... moi, en tout cas, je suis émerveillée de voir tous les jeunes que j'ai rencontrés à la COP. J'imagine vous aussi, tous les invités que je reçois, ça me donne confiance du fait qu'on est plusieurs à poser des actions par rapport à ça. Puis justement, comment on fait pour renforcer en fait le pouvoir d'agir des jeunes en tant qu'intervenants ou
vous-même, en fait, votre parcours peut-être personnel, comment est-ce que vous avez réussi à renforcer votre pouvoir d'agir? Ouais, je pense que déjà il faut avoir les opportunités. Donc comment est-ce qu'en tant que personne qui n'est pas jeune, comment est-ce qu'on peut aider des jeunes à renforcer le pouvoir d'agir? C'est créer ces opportunités-là et les créer de façon bienveillante, sans préjugés, sans attentes prédéfinies, sans des carcans qui sont déjà établis. Et donc c'est créer vraiment des espaces, parce que quand tu accueilles un jeune, il faut aussi accepter que, comme n'importe quelle personne, tu l'accueilles avec son expertise, ses idées. Et finalement, on a un petit peu tendance à avoir ce préjugé de dire l'expertise vient avec l'âge. C'est vrai, on se bonifie parfois avec l'âge, mais en fait, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 50 ans pour avoir une expertise. Tu peux très bien avoir 15 ans et avoir une très belle expertise en environnement. Justement, on parlait avant d'éco-anxiété, tu as déjà cette conscience environnementale et tu sais comment passer à l'action. Donc, il faut créer ces opportunités-là, il faut renforcer, offrir des espaces. Puis quand on est jeune, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer son pouvoir d'agir? Là, tu l'as dit un peu, c'est qu'on a souvent ce petit symptôme de l'imposteur, en fait, où on se met soi-même la pression, parce que déjà c'est nouveau, on n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités où vraiment on nous écoute. Donc dès qu'on va le faire, on se dit ok, là moi je suis le jeune qui a été invité, je représente toute la jeunesse, il faut que je parle au nom de tout le monde. Mais c'est une erreur, parce qu'il n'y a pas un jeune, il y a autant de profils qu'il n'y a de jeunes, et les enjeux ne sont pas les mêmes suivant les personnes. Il y a beaucoup d'intersectionnalité aussi chez les jeunes. Donc je pense qu'il faut, en tant que jeune, prendre la place qu'on veut prendre, ne pas hésiter à la saisir, mais sans non plus se mettre trop de pression injuste, parce que c'est pas à nous en tant que jeunes de porter justement la responsabilité de tout un groupe. On a le droit de venir puis de parler en notre nom. Tu sais, même moi aujourd'hui, moi j'ai 31 ans, donc je flirte encore avec la jeunesse, mais quand on m'a approché pour le balado, au départ je me suis dit non. Tu vois, je me suis dit mais non, il y a d'autres jeunes qui seraient plus des vrais jeunes déjà, donc tu sais, il y a toute la question de c'est qui un jeune. Puis je me suis dit il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus experts que moi. Donc moi-même qui ai eu quand même la chance de vivre, d'avoir justement, moi j'ai été très privilégiée, j'ai eu beaucoup d'accès à de l'engagement. Tu sais, je viens de France. En France, il y a ce qu'on appelle le service civique, qui est vraiment un moment où tu peux t'engager, tu as une indemnité pour le faire. Puis j'ai eu une super belle expérience de 6 mois. J'ai été engagée avec d'autres jeunes dans différents pays. Enfin, voilà, donc j'ai eu accès à tout ça. Mais malgré tout, alors que j'ai les outils, alors que moi-même j'outille des jeunes aujourd'hui, je continue de me sentir imposteur plutôt quand on m'invite. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille ça. C'est un peu normal, puis je pense que c'est bien, parce que justement on se remet en question aussi, mais il faut pas hésiter à prendre les espaces, faut prendre les ressources qui existent. Quand on vit au Québec, au Canada, il y a un tissu associatif qui est absolument incroyable. On a accès à des ressources très précieuses, donc il faut s'y intéresser. On a parlé un petit peu des réseaux sociaux tout à l'heure, mais je pense que ça peut être aussi un excellent levier. C'est un espace que les jeunes maîtrisent, qui fait en tout cas souvent qui maîtrisent mieux. Donc on peut aussi utiliser ces nouveaux réseaux-là. On n'est pas obligé d'aller tout le temps dans des réseaux traditionnels. Donc voilà. Merci. De ton côté, Maoussé, comment, de par ton parcours, t'as réussi à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes? Je crois que une constante revient dans le discours de tous ceux qui en parlent, c'est le renforcement de capacité. Les gens ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce pourquoi ils sont pas sensibilisés. Je me rappelle il y a quelques années quand on a fait une sensibilisation dans les écoles sur les questions de, alors c'est pas directement de la souveraineté alimentaire, mais c'est un lien. Moi dans mon pays il y a beaucoup d'eau qui sont dans des contenants plastiques en sachet. Donc quand vous visitez l'Afrique, vous en voyez partout. Et donc, on est allé dans les écoles avec des enfants de moins de 10 ans. On leur a expliqué le danger, déjà, de consommer de l'eau qui est sous le soleil, emballée dans ces sachets plastiques, qu'après on jette un tout petit peu partout. On a proposé de les recycler et d'utiliser ces contenants pour récupérer un peu du fumier, d'en faire des pépinières. Entre la première séance de sensibilisation et la seconde, ces jeunes de moins de 10 ans dans leur école ont créé eux-mêmes leurs poubelles, ont récupéré
une quantité astronomique de sachets tout autour et nous attendaient pour lancer les pépinières. Donc, je pense que ces expériences-là, il y en a aussi à Montréal, parce que quand j'étais là l'année passée, on a visité des jeunes qui faisaient du compost, qui faisaient des choses de ce genre. Donc, c'est important de renforcer leur capacité. Mais ce que nous faisons moins, c'est de construire leur leadership. Montréal a dit quelque chose. Quand vous mettez deux jeunes ensemble, dès qu'il y a le premier billet d'avion qui arrive, si vous n'avez pas construit leur leadership, la guéguerre commence. Qui va à la COP? Qui va à telle réunion? Qui va ici? C'est vrai, c'est peut-être dans le contexte très africain, peut-être, mais je pense que la jeunesse, elle a les mêmes problèmes un tout petit peu partout. C'est des guerres de leadership. Donc, il faut renforcer le leadership de ces jeunes, leur faire comprendre que pour pouvoir réussir de grandes choses, pour pouvoir impacter, il faut partir de l'humilité. Il faut chercher à faire plaisir à l'autre. Il faut chercher à servir. Et c'est pour ça, sous un autre terrain, on fait beaucoup de plaidoyer aussi pour que dans certains pays, ce travail civique revienne, que les gens aient la notion du bien public. C'est ce qui manque. Et quand on n'a pas cette notion du bien public, alors pourquoi je fais du plaidoyer pour quelque chose pour lequel je ne gagne rien? Donc, sont ces valeurs qu'il faut construire chez les jeunes. Après, la jeunesse qui vient des pays africains sont peut-être légèrement défavorisés, mais il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui peuvent parler au nom de la jeunesse. Mais aussi, il y a une autre jeunesse parlant de l'Afrique dont on parle très peu. C'est celle qui est ici en diaspora, qui sont dans les pays, dans les universités, qui évoluent et qui quelquefois ne réfléchissent plus du tout s'engager pour leur pays, avec les compétences qu'ils ont acquises ici. Et moi, c'est mon cheval de bataille aujourd'hui. Tous ces jeunes que je rencontre ici, je leur dis, on vous dit pas peut-être de retourner tout de suite, mais ayez un œil sur ce qui se passe dans vos pays à la base et essayez de retourner un tout petit peu les compétences que vous avez en gestion de projet, en formation, en ceci, en cela. Et c'est en cela où je salue l'action de structures comme SUCO et autres, qui permettent à des jeunes de la diaspora qui ont quelquefois la double citoyenneté de revenir pour 6 mois, pour 1 an, dans des missions spécifiques de volontariat dans les différents pays africains. Juste avant de quitter Cotonou en août, j'ai reçu quelqu'un du Congo, quelqu'un de la Côte d'Ivoire qui vivait ici et qui sont venus et qui nous ont aidés pour énormément de choses pendant 6 mois. Donc c'est quelque chose de positif et c'est tout ça qu'il faut soutenir dans les différents pays où la jeunesse a envie de s'engager. Puis pour rebondir sur ce que tu disais, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est aussi comprendre que l'engagement, ça s'apprend en fait. Tu n'es pas, à la naissance, t'es pas né engagé, et c'est quelque chose que tu vas développer. Et quand tu parles, Maosé, justement de civisme, de citoyenneté, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Puis ça passe à la fois par les bancs de l'école, mais ça passe aussi peut-être par le modèle familial, par tes amis. Donc c'est créer aussi cette compréhension que, tu sais, quand t'es jeune, tu vas avoir ton parcours scolaire, tu vas avoir ton parcours professionnel après, mais t'as aussi ton parcours un peu citoyen, citoyenne. Et quand on parlait plusieurs fois, moi je l'ai mentionné, de créer les opportunités, mais c'est un peu ça. C'est de dire, en fait, en fonction de ton âge, tu devrais avoir accès à des opportunités pour t'engager concrètement. Puis t'engager, ça commence peut-être par du local. Tu sais, il faut que tu puisses voir concrètement, moi, je donne de mon temps bénévole, je vais pas avoir de l'argent en échange, c'est quelque chose pour l'intérêt général, pour ma communauté, mais il faut que je voie concrètement à quoi ça sert en fait. Donc déjà d'avoir des résultats comme ça, puis de pouvoir s'engager peut-être dans une petite association de quartier, dans son école, puis ensuite d'amener petit à petit aussi la notion de mobilité, de comprendre que l'engagement, c'est transnational, ça s'arrête pas à sa communauté, on commence par là peut-être, puis ensuite on découvre que finalement, oui, je peux aussi aller m'engager dans un autre pays, on n'est pas obligé d'aller très loin, mais on peut aussi décider d'aller plus loin. Et moi, c'est un petit peu ça, tu sais, t'as dit au début, bon voilà, j'ai vécu dans 6 pays, mais c'est un peu ma maladie, c'est que moi, c'est cet engagement que j'ai découvert en fait en moi et qui est passé vraiment par la mobilité parce que j'ai eu des opportunités de faire du volontariat, de partir dans différents pays, de pouvoir m'engager sur des choses que je connaissais pas, que j'ai découvert sur place, mais j'avais du temps à donner, j'avais de l'énergie, j'avais envie d'apprendre aussi. Donc je pense que c'est rendre tout ça un peu plus accessible.
Et ça, c'est très, très enrichissant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut après réutiliser même dans son travail, dans sa vie personnelle. Donc, c'est une grande richesse, en tout cas. Donc, il faut encourager les jeunes à davantage s'engager parce que ils ont vraiment le pouvoir de le faire. Super. Ben merci vraiment pour toutes vos précieuses réponses. Je dirais avec une toute dernière question dans laquelle je sens qu'on a déjà donné toutes sortes déjà de pistes. Mais j'aimerais savoir pour vous, comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique? On a beaucoup parlé de comment est-ce qu'en tant que jeune, on prend part, mais de toute origine, de toute réalité, comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique selon vous? Alors déjà, il faut s'organiser, comprendre quels sont les enjeux. Alors moi, quand je parle de l'action climatique, il y a tellement de possibilités. Quand vous parlez des questions d'eau et d'assainissement, par exemple, l'eau qui n'est même pas un souci. Il semble que même ici au Canada, on paye pas pour avoir de l'eau dans le robinet. Bon, pour donner un exemple concret, vous avez des gens dans certains pays qui doivent marcher des kilomètres pour de l'eau. On parle aujourd'hui de guerre entre Palestine, Israël, de façon historique. La base de ce conflit, c'était l'accès à l'eau. Donc, s'engager sur des questions d'eau, par exemple, ça s'apprend et on peut faire un parcours académique là-dessus. Autre chose sur lequel j'encourage beaucoup les jeunes, et ça je reviendrai toujours là-dessus, c'est de réapprendre à manger simple. Parce que la souveraineté alimentaire, l'équilibre de la biodiversité doit amener à revoir l'industrie de l'agroalimentaire. Et s'il n'y a pas de gros consommateurs, ils vont se réinventer. Vous savez, il y a 15 ans, quand on parlait des véhicules électriques, tout le monde riait au nez. Et quand les gens ont commencé par bouder un tout petit peu les grosses cylindrées dans pas mal de pays, l'industrie de l'automobile a compris qu'il fallait switcher. Et aujourd'hui, ils ont switché à autre chose. Et donc, je crois que le consommateur doit prendre conscience de ça. Et les jeunes doivent prendre conscience qu'ils ont ce pouvoir de décider de consommer autrement pour induire une forme de changement. Et enfin, l'autre élément pour l'engagement climatique, c'est le plaidoyer vers les décideurs. Moi, je retiens des expériences extraordinaires avec des députés, avec des ministres, avec des élus, pour dire simplement, avec des élus qui sont surpris, qu'un jeune de la vingtaine lui explique des choses complexes et le danger de la loi qu'il va signer ou qu'il va voter en juste levant la main ou en mettant son bulletin dans l'urne. Ils sont généralement, en tout cas, ce que un adulte va mettre des jours à obtenir, un jeune qui est bien préparé, bien formé, obtient cela des élus en quelques minutes. Et c'est un levier sur lequel on doit pouvoir jouer. En tout cas, pour moi, les jeunes aujourd'hui ont quelque chose que ceux de ma génération, on n'avait pas, vraiment. C'est Internet. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il n'y avait pas Internet. Quand j'ouvrais ma boîte mail pour la première fois en 96, il fallait faire des kilomètres entre chez moi et le seul ordinateur au centre, à l'Institut français, où il y avait Internet. Aujourd'hui, à partir de nos téléphones, on a la connaissance au bout des doigts. Et quand on a la connaissance, on a l'arme. Et quand on a une arme, il faut l'utiliser. L'arme aujourd'hui, c'est la connaissance. Les informations existent. Les associations qui peuvent accueillir les jeunes pour militer, elles existent. Il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et à s'engager. Merci. De ton côté, Maureen, est-ce que tu avais des pistes de solutions, d'actions concrètes, en fait, pour prendre part à l'action climatique? Ouais, mais je pense qu'il y a mille et une façons de prendre part à l'action climatique. Puis, en effet, souvent, quand on s'engage, on se rend compte que ça prend du temps.
moi, je travaille avec je suis engagée avec des jeunes qui ont des emplois du temps de ministre. Ils sont comme partout, ils sont sursollicités, puis ça peut créer aussi d'autres problèmes. Donc c'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais par contre, ce que je voudrais montrer, c'est que il y a plein de degrés d'engagement. Participer à une marche pour le climat, un jour y aller, c'est de l'engagement. Ça va avoir un impact concret sur l'environnement. Pouvoir, comme je disais, être membre d'une association qui est environnementale, là aussi, même une association qui serait féministe, parce que on va voir aussi que ce sont des questions qui se croisent. Donc, je pense qu'il faut regarder les différentes façons de s'engager qui existent, puis je suis sûre que chaque jeune a vraiment l'opportunité de trouver la sienne. Moi, en tant que personne qui vit au Québec, un enjeu aussi qui me tient à cœur, c'est que je pense quand on est québécoise, québécois, canadien, canadienne, une des premières choses aussi qu'on peut faire, c'est aller regarder, aller parler avec les communautés autochtones ici pour comprendre c'est quoi les enjeux que ces personnes-là vivent sur le territoire. Parce que tout à l'heure, par exemple, Maoussé, tu parlais de l'accès à l'eau. Moi, j'ai été, en tant que immigrante française ici, j'ai été horrifiée d'apprendre que pour un pays comme le Canada, qui est un pays qui a des réserves d'eau douce en plus immenses, les communautés autochtones, pour la plupart, n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose, je me suis dit, waouh, il y a quand même vraiment ici une injustice, puis c'est cette injustice-là, cette colère-là qui m'a donné aussi envie d'aller m'engager. Donc, c'est vraiment mon petit plaidoyer personnel, mon appel que je voudrais faire aux jeunes qui sont au Québec, au Canada, c'est d'aller parler avec les communautés autochtones, parce que si on veut avoir un impact positif sur le climat, je pense que c'est la première étape indispensable ici. Puis, si on regarde vers l'international, mon autre conseil, ça serait de profiter des expériences de volontariat. On a ici des programmes de stages internationaux pour les jeunes, on a le programme de coopération volontaire, mais il y a aussi plein d'autres programmes qui existent, et c'est des chances incroyables en fait de pouvoir à la fois vivre une expérience dans un autre pays, mais aussi vivre une expérience concrète d'engagement en lien avec les questions climatiques. Donc vraiment se saisir de ces opportunités-là en fonction du temps qu'un jeune a donné, il y a forcément une opportunité qui lui correspond. Donc juste il suffit de se lancer, puis parfois, ça va commencer par une marche, puis on rencontre quelqu'un, puis là, on rentre dans un cercle jeunesse, puis ensuite, on continue de s'engager, puis finalement, on décide de faire son parcours professionnel là-dedans, ou pas du tout. Mais en tout cas, ça ouvre des portes, ça, j'en suis convaincue. Merci encore une fois à Maureen Dusucco et à Maoussé de Jeunes Volontaires pour l'environnement de votre précieuse contribution à cet épisode. Et merci à vous qui nous écoutez. J'espère sincèrement que nos échanges vous ont permis de mieux comprendre l'intersectionnalité autour des enjeux climatiques et de la souveraineté alimentaire. On vous invite à continuer de vous informer, à vous poser des questions et à prendre part, vous aussi, à l'action climatique. C'était Sandrine pour la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI. On vous remercie de nous avoir accompagnés à travers cette belle rencontre. Ce balado est rendu possible grâce à la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI, TUCO et le CECI. On remercie le studio de CISM pour le montage de cet épisode. Et pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.